Soyez tout d'abord remerciés d'être présents, vous qui souhaitez entendre parler d'astronomie et de son histoire, plutôt que de passer la soirée devant votre télévision à hurler avec des hommes qui courent derrière un ballon sur un terrain, donc soyez remerciés. Je suis Johan Kiken, j'ai 41 ans, ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille au Palais de la Découverte, ou Universcience comme on devrait dire maintenant, enfin sur le site du Palais. J'ai passé près de 10 ans au planétarium du Palais de la Découverte. Voilà, ça fait maintenant à peu près 2 ans que je travaille au service éducation, où je suis chargé de créer des documents pédagogiques pour les enseignants. Résumer 4000, 5000 ans d'astronomie en quelques 360 pages, ça tient du joli défi. On se propose de faire une histoire de l'astronomie bien sûr, pas l'histoire de l'astronomie, une histoire partielle, partiale. Nous n'avons pas la place pour parler par exemple de l'astronomie chinoise, indienne, des astronomies méso-américaines. Donc dans ce livre, on s'est vraiment concentré sur les astronomies qui ont donné naissance à notre façon actuelle de questionner le ciel. On a coutume aussi parfois d'entendre dire que l'astronomie est le fait des Égyptiens. On pense parfois que ces Égyptiens étaient détenteurs d'un vaste et mystérieux savoir qui se serait depuis étiolé, qui aurait disparu. Bon, c'est très exagéré. Quand on parle d'astronomie égyptienne, il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout. On n'a trouvé aucune trace d'observation d'éclipses, d'observation par exemple d'occultation d'étoiles par la Lune, de rapprochement entre planètes. Pourtant on le sait, le ciel était fondamental dans toute la cosmogonie, toute la cosmologie également égyptienne, mais on ne peut pas faire de ces Égyptiens les parents vraiment de l'astronomie. On doit quand même 2 inventions aux Égyptiens. Premièrement, la division du jour en 24 heures, ça nous vient de là pour des histoires de calcul d'heures de prière la nuit, et on leur doit également l'invention d'un calendrier, le premier calendrier solaire de l'histoire, un calendrier vague car il ne comportait que 365 jours, et vous savez que l'année c'est 365 jours et un petit peu plus, 6 heures. Donc je dis, c'est pas beaucoup cette différence, 6 heures par an, qu'est-ce que c'est? Bah oui, mais au bout de 4 ans, vous avez un jour de décalage, au bout de 40 ans, 10 jours de décalage, et au bout de quelques centaines d'années, c'est comme si nous on était amenés à fêter Noël en plein mois de juin. Bon, ça n'a pas trop embêté les Égyptiens qui conservaient ce calendrier pendant 3 millénaires. Donc vraiment la naissance de l'astronomie, si on ne la doit pas aux Égyptiens, on la doit plutôt aux Babyloniens. Donc les Babyloniens, c'est l'actuel Irak. Ce serait dans l'Irak antique que serait née l'astronomie. On a des premières observations du ciel qui datent du XVIIIe siècle avant notre ère à peu près. Quand je parle vraiment d'astronomie, c'est une observation raisonnée, continue du ciel, avec prise de notes, quel que soit le support, et tentative d'explication. Évidemment, aligner 3 mégalithes, c'est pas de l'astronomie. On entend beaucoup parler de ça en ce moment. Sur Lascaux, par exemple, on trouverait la constellation du Taureau, etc. C'est sans doute intéressant, mais ce n'était pas le propos de cet ouvrage. Il n'y avait pas d'archéo-astronomie. Là, vraiment, on se limite en premier lieu à l'apport des Babyloniens, donc ces observations du ciel, observations raisonnées, programme d'observation. Ces Babyloniens étaient, donc pour ceux qui observaient le ciel, c'était des religieux qui tentaient d'interpréter les signes qu'on pouvait trouver là-haut, pour donner par exemple l'état des récoltes qu'il y aurait dans quelques temps, est-ce que notre souverain va vivre longtemps, etc. Vous voyez, c'est une première approche de l'astrologie également, parce que pendant très longtemps, on va dire jusqu'au XVIIe siècle environ, astronomie et astrologie étaient quasiment synonymes. Beaucoup d'astronomes très connus tiraient des horoscopes par exemple. Donc cette astronomie babylonienne va aller jusqu'à un point vraiment très élevé qui vraiment peut être comparé à l'astronomie grecque qui lui était contemporaine. On sait par exemple que ces Babyloniens étaient capables de prévoir le mouvement des planètes. Évidemment,
pas aussi bien qu'on peut le faire maintenant, et il n'y avait pas de modèle géométrique derrière ces prédictions. Il n'y avait que des modèles arithmétiques, avec des progressions arithmétiques. Ça veut dire, on trouve des colonnes de chiffres, qui a été difficile de déchiffrer, ça s'est fait qu'au 19e siècle, des colonnes de chiffres dans lesquelles on vous dit telle planète, telle position dans le ciel, ensuite elle sera là, etc., etc. Mais derrière, pas de modèle géométrique. Ces modèles géométriques vont être créés de toutes pièces par les Grecs. Donc, on va dire que l'astronomie grecque a débuté 5e, 4e siècle avant notre ère. Les Grecs, on imagine parfois qu'ils pensaient que la Terre était plate, c'est totalement faux. On entend parfois dire, c'est Christophe Colomb, c'est Magellan qui a prouvé que la Terre était ronde. Non, par l'expérience, les Grecs savaient parfaitement que la Terre était ronde. Vous avez parfaitement compris la rotondité de la Terre. Quelques exemples sont donnés par Aristote dans son traité du ciel. C'était il y a 2400 ans quand même. Par exemple, quand on se déplace à la surface de la Terre, qu'on va vers le sud, on voit de nouvelles étoiles qui surgissent de l'horizon, alors que d'autres disparaissent vers l'horizon nord. Également, on peut s'intéresser aux éclipses de lune. Vous savez, quand la lune passe dans l'ombre de la Terre. Pour toutes les éclipses de lune, l'ombre de la Terre est parfaitement circulaire. Bon, des esprits un peu retors pour imaginer que la Terre a une forme de cylindre, vous voyez, avec son ombre qui se projette. Mais bon, ça marche pour toutes les éclipses. Donc voilà comment, il y a 2400 ans, on savait que la Terre était ronde. Les Grecs, ont tenté de mesurer les distances. Ils ont mesuré la taille de la Terre. C'est la célèbre expérience d'Ératosthène, qui, au IIIe siècle avant notre ère, avait réussi à mesurer la taille de la Terre avec une précision tout à fait remarquable. C'est sa célèbre expérience où il sait, lui, que le 21 juin, au solstice d'été, au sud de l'Égypte, on voit le soleil au fond d'un puits. Cela signifie que le soleil est au zénith du sud de l'Égypte. Lui, il était au nord, à Alexandrie. À Alexandrie, le soleil n'est pas au zénith. Si vous plantez un bâton vertical dans le sol, le 21 juin, il va projeter une ombre. De la taille de l'ombre, vous en déduisez la distance qu'il y a entre le zénith, la position du soleil. Vous en déduisez grâce à des mathématiques très simples qui font appel à des mathématiques de classe de 5e. Les angles alternes internes, ça vous rappelle sans doute quelque chose. On peut mesurer ainsi la taille de la Terre. Avec nos unités actuelles, ça fait à peu près 40 000 km. Pas mal quand même. En plantant simplement un bâton dans le sol, on a une très bonne approximation de la taille de la Terre. Les Grecs se sont également intéressés à la distance qui nous séparait des astres. Ils ont mesuré de manière indirecte la distance Terre-Lune, qu'ils ont trouvé être égale à une 60aine de fois le rayon de la Terre. Là aussi, c'est excellent. Maintenant, on utilise des miroirs qui ont été placés sur la Lune, entre autres par les astronautes des missions Apollo. Depuis la Terre, on pointe un laser vers la Lune. La lumière fait l'aller-retour. On mesure très précisément le temps qu'il a fallu à la lumière pour faire cet aller-retour. On connaît exactement la vitesse de la lumière. On en déduit la distance Terre-Lune au centimètre près. C'est incroyable, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a pu montrer que la Lune s'éloignait de la Terre d'environ 4 cm par an. Bref, revenons à nos Grecs, il y a un peu plus de 2000 ans, qui avaient une très bonne connaissance de la taille de la Terre, une bonne connaissance de la distance Terre-Lune. Ils ont tenté de mesurer la distance Terre-Soleil, et là, ils se sont quelque peu fourvoyés pour des raisons techniques. L'observation en question était vraiment très difficile à réaliser. Bref, les Grecs étaient persuadés que le Soleil était 20 fois plus loin que la Lune. 20 fois, c'est trop peu. C'est 20 fois trop peu, justement. Puisque la distance Terre-Soleil, c'est 400 fois la distance Terre-Lune. Donc, vous voyez, jusqu'au XVIIe siècle, on va conserver cette valeur erronée. Tout le monde sera persuadé que le Soleil est 20 fois plus loin que la Lune, alors qu'en fait, c'est 400 fois. Donc, cette astronomie grecque va culminer au IIe siècle de notre ère, avec ce qu'on peut considérer vraiment comme un chef-d'œuvre de l'Antiquité, l'Almageste de Claude Ptolémée. Ptolémée était un grec qui vivait et travaillait à Alexandrie. Et Ptolémée a vraiment synthétisé toutes les connaissances de son époque et des astronomes antérieurs. D'ailleurs, on possède par exemple quasiment aucun ouvrage d'un des plus grands astronomes de l'Antiquité, Hipparque de Nicée, qui a vécu 4 siècles avant Ptolémée environ, simplement parce que Ptolémée a totalement éclipsé ses prédécesseurs. Ce qu'ils avaient fait soit été corrigé par Ptolémée, soit été inclus dans ses travaux. Donc, on n'a pas pris le soin de copier les ouvrages antérieurs. Donc Ptolémée s'est intéressé au mouvement
des planètes, entre autres. Vous savez qu'à l'époque, tout le monde était persuadé, d'accord, la Terre était ronde, mais elle était au centre de l'univers, totalement immobile. On sait que ça ne se passe pas comme ça, mais c'est pas idiot de penser ça. Hein, quand on voit le soleil, on voit qu'il se lève, qu'il se couche d'ailleurs. Vous voyez, on a conservé ce vocabulaire. Donc la Terre immobile au centre de l'univers, tout tourne autour. Le mouvement diurne qui emporte l'ensemble des astres, y compris le Soleil en 24 heures, puis des mouvements un peu particuliers qui concernent par exemple les planètes. Voilà comment dès l'Antiquité, les gens, les Grecs, ont fait la différence entre les étoiles et les planètes. Les étoiles ne bougent pas les unes par rapport aux autres, la forme des constellations se conserve, alors qu'on voit 5 petits points à l'œil nu qui vagabondent à travers les constellations du zodiaque. On voit leur déplacement à l'œil nu en quelques jours pour les plus rapides, en quelques semaines ou quelques mois pour les plus lentes, comme Jupiter et Saturne. Donc voilà, dès l'Antiquité, on fait la différence entre étoiles et planètes. Un des grands apports de Ptolémée, ça a été de proposer un modèle géométrique pour expliquer le mouvement étrange de ces planètes, ce qu'on appelle des boucles de rétrogradation, etc. Donc, les mécanismes développés par Ptolémée, on le sait maintenant, étaient totalement faux, mais ils expliquaient relativement bien le mouvement des planètes dans le ciel. Pourquoi changer de système alors, hein? Donc ce système ptoléméen va être conservé pendant 14 siècles, alors qu'on sait qu'il est faux. Mais il a fait ses preuves dans l'Antiquité. Après Ptolémée, après le 2e siècle de notre ère, on aura des astronomes plus ou moins compétents, surtout des commentateurs. Je pense par exemple à Théon d'Alexandrie, dont la fille est assez connue, Hypatie d'Alexandrie, dont on a fait parfois une figure de la libre pensée, qui a été, soi-disant, paraît-il, lapidée par les chrétiens. Donc, après ces commentateurs du 4e siècle de notre ère, après l'essor du christianisme, on dit qu'au milieu il y a une stagnation, on parle parfois des âges obscurs du Moyen-Âge, et le flambeau va être pris un peu plus à l'est par les astronomes arabes. Arabe, c'est réducteur, puisqu'on sait qu'il y avait des Perses, etc. Si je parle d'astronomes musulmans, c'est également réducteur, puisque dans les cours des califes, il y avait par exemple très haut placés des juifs ou des chrétiens. Donc bon, quand on parle d'astronomie arabe, excusez-moi, c'est une astronomie qui s'est développée dans la zone d'influence de cet empire gigantesque, qui s'étendait de l'Andalousie jusqu'aux rives de l'Indus. Vraiment un des plus grands empires de l'histoire. En 750, avec l'arrivée de la dynastie abbasside, s'est développé un mouvement de traduction très étonnant. Les ouvrages grecs vont être traduits en arabe, traduits, étudiés, pour plusieurs raisons. Par exemple, les ouvrages d'astronomie, ce n'est pas fondamentalement une histoire d'amour désintéressé de l'astronomie. Dans le Coran, on cite parfois de l'astronomie les heures de prière. Les heures de prière peuvent être interprétées comme telle prière commence, par exemple, quand la hauteur du soleil sous l'horizon est de 18 degrés, je traduis. Autrement dit, à la fin du crépuscule. Ah, intéressant. Comment calculer à l'avance cette hauteur du soleil? Donc les astronomes arabes développent la trigonométrie sphérique, s'intéressent à l'astronomie. On a également le début du mois de Ramadan, là, qui vient de commencer d'ailleurs, qui doit débuter lorsque 2 personnes dignes de foi voient le soir le premier croissant après la nouvelle lune. Ça aussi, ça peut se calculer à l'avance. Et encore à l'heure actuelle, vous avez des conflits entre écoles. Est-ce qu'il faut faire commencer le mois de Ramadan à cause de l'observation de ce croissant de lune, ou alors est-ce qu'on peut le faire commencer en prévoyant à l'avance le début, parce que derrière il y a des modèles mathématiques. Donc il y a encore des conflits entre écoles, c'est pas résolu. Vous avez également de cette astronomie arabe le fait de se tourner vers la Mecque pour faire les prières. Donc là aussi, il faut trouver la direction de la Mecque sur la terre, etc. Donc cette astronomie arabe, qui est d'essence grecque, va vraiment se développer à partir du 8e, 9e siècle, on va dire jusqu'au 14e siècle. Vous avez de grands astronomes, Al-Battani par exemple, qui travaillait à l'observatoire de Raqqa en Syrie. Et comme j'avais dit la dernière fois à Jean, c'est assez étonnant parce que lorsqu'on parle de Raqqa actuellement, on dit c'est un des fiefs de l'État islamique, alors qu'il y a quelques siècles, c'était le top du top de l'astronomie. Je pense également, lorsqu'on avait traité de l'astronomie
babylonienne, pardon, il y avait une fantastique bibliothèque, la bibliothèque d'Assurbanipal, qui se trouve à Ninive. Ninive, c'est un quartier de Mossoul, autre fief de l'État islamique. Les civilisations passent, la barbarie parfois s'installe. Bref, c'est autre chose. Les modèles développés par les astronomes arabes restent toujours géocentriques. La Terre est toujours au centre, même si certains, comme par exemple Al-Biruni, qui était un polymathe extraordinaire, très cultivé, s'étaient posé la question, comme des Grecs avant lui d'ailleurs, et si ce n'était pas la Terre qui était au centre de l'univers, immobile? Et si la Terre tournait sur elle-même? Tiens, ça pourrait expliquer le mouvement apparent de rotation du ciel autour de nous. Donc il passe le pour, le contre, et finalement il arrive à la même conclusion que les Grecs quelques siècles avant lui. L'astronomie ne permet pas de décider. On peut très bien accepter que la Terre tourne sur elle-même ou qu'elle est immobile et que tout tourne autour. Aucune expérience astronomique à l'œil nu ne permet de décider entre les deux. Donc ce sont des considérations physiques ou philosophiques qui font pencher la balance vers le géocentrisme. Cette astronomie arabe va également stagner à cause de conflits internes, conflits externes, la Reconquista espagnole, la division de l'Empire en différents califats, Cordoue, Bagdad, Caire, etc. Et retour de balancier, le retour de l'astronomie en Occident. Bon, cette astronomie, au Moyen-Âge, n'était pas extraordinaire, elle était vraiment très simple. C'était des traités élémentaires d'astronomie. Donc, l'astronomie grecque, qui était partie vers l'Est, revient vers l'Occident par l'intermédiaire de traductions. D'abord, c'était des traductions de l'arabe vers le latin. Donc, vous voyez le cheminement du grec vers l'arabe, passant parfois par d'autres langues intermédiaires comme le syriaque, puis de l'arabe vers le latin. Donc ça commence au XIe, XIIe siècle. Quelques siècles plus tard, vous aurez, grâce à l'Empire byzantin, on aura des traductions directes d'œuvres quasiment originales du grec vers le latin. Donc le développement de cette astronomie en Occident, toujours géocentrique, jusqu'à, évidemment, le personnage très connu de Copernic, Nicolas Copernic, qui, vers le milieu du XVIe siècle, développe l'héliocentrisme. On ne sait pas trop d'où lui est venue l'idée. Lui-même dit qu'il s'est inspiré de certains auteurs grecs qui avaient développé cette idée, mais de voir 2-3 lignes dans un livre sur l'héliocentrisme qu'il convient de comparer aux 131 chapitres de Copernic, ces 6 livres, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, c'est encore un mystère. En tout cas, Copernic affirme que la Terre est une planète, qu'elle tourne sur elle-même, qu'elle tourne autour du Soleil. Est-ce que c'était dangereux à l'époque de dire ça? Pas forcément du temps de Copernic. De toute façon, il a eu la bonne idée de mourir juste l'année de parution de son livre, donc il n'a pas été très inquiété, mais on le sait maintenant quand même, il y avait des dominicains qui se sont très vite penchés sur son ouvrage, qui pouvait être quand même très limite, on dira, au niveau de la religion. Bon. Après Copernic, qui n'apporte pas de preuves de l'héliocentrisme, viennent d'autres astronomes, Tycho Brahe par exemple. Tycho Brahe, immense observateur à l'œil nu, pas du tout convaincu par Copernic. Il était fermement convaincu par le géocentrisme, pour des raisons philosophiques, etc. Et surtout des raisons astronomiques, des raisons d'observation. Ce grand observateur qui était Tycho Brahe se fait construire un observatoire au large de Copenhague. On raconte d'ailleurs qu'il engloutissait plus de 1%, je crois, 1 à 10% de la richesse du Danemark, rien que pour son observatoire. Imaginez que Copernic a raison. Imaginez que la Terre tourne autour du Soleil. À un moment, vous voyez des étoiles dans telle direction, 6 mois plus tard, si la Terre a vraiment tourné autour du Soleil, l'étoile que vous avez observée, vous aurez dû avoir l'impression qu'elle a un peu basculé. C'est exact, c'est le principe de la parallaxe, la triangulation. Si je me cache un œil, je masque quelqu'un avec mon pouce, je change d'œil, je vous vois. Vous voyez? De la distance qui me sépare de mon pouce, de la distance qui sépare mes deux yeux, de l'angle dont semble avoir bougé mon pouce, j'en déduis la distance qui me sépare de mon pouce. Principe de base de la triangulation. Donc Tycho Brahe, avec ses observations extrêmement minutieuses, qui l'amènent vraiment aux limites des capacités de l'œil humain,
il montre que ce balancement des étoiles n'existe pas. En fait, il existe bien, mais il est tellement petit qu'il est impossible à voir à l'œil nu. Il faudra attendre le 19e siècle pour voir ce balancement. Et l'invention des lunettes astronomiques et des télescopes dont Jean va nous parler dans quelques minutes. Bon, vous voyez, Tycho Brahe avait des raisons assez solides de s'opposer à l'héliocentrisme de Copernic. Après Tycho Brahe viennent deux figures majeures, Johannes Kepler, astronome allemand qui énonce des lois sur le mouvement des planètes grâce aux observations effectuées par Tycho Brahe. Ces lois, elles sont encore enseignées à l'heure actuelle au lycée. Et elles sont valables jusqu'à un certain niveau d'approximation. On peut tout à fait les utiliser dans le cas de problèmes assez simples, dans le sens où ces lois nous disent que les planètes tournent autour du Soleil, pas selon des cercles, selon des ellipses. L'ellipse est un cercle plus ou moins, c'est un ovale plus ou moins aplati. Ce qu'on représente souvent dans les manuels scolaires, c'est un peu exagéré. On voit une ellipse franchement aplatie dans le cas de l'orbite de la Terre autour du Soleil. En fait, dans le cas de la Terre, cette ellipse, elle ressemble furieusement à un cercle. Je pourrais, par exemple, imaginer la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Je pourrais faire un cercle de 1 mètre de rayon. L'ellipse serait contenue dans l'épaisseur du cercle. À l'œil nu, vous ne feriez pas la différence entre ce cercle d'1 mètre de rayon et l'ellipse que décrit la Terre autour du Soleil. Sauf que dans ce cercle d'1 mètre de rayon, le Soleil ne serait pas exactement au centre, il serait à près de 2 cm du centre. La deuxième loi de Kepler, elle nous enseigne que plus les planètes sont proches du Soleil, plus elles vont vite, sont leur orbite. Et la troisième loi est une loi mathématique qui lie la période que met la planète à faire son tour du Soleil à sa distance. Contemporain de Kepler, on a Galilée. Galilée était un physicien qui s'est mis à l'astronomie grâce à la découverte d'une invention, une amélioration d'une invention qui existait déjà, la lunette. Il tourne vers le ciel sa lunette astronomique, enfin sa lunette qui devient astronomique, donc à l'hiver, automne-hiver 1609, et ce qu'il découvre est merveilleux. Il voit que sur la Lune, il y a des plaines, des montagnes, des creux, etc. Bref, il montre que la Lune, comme la Terre, possède du relief, alors qu'avant on pensait qu'elle était totalement lisse, qu'elle était parfaite, incorruptible. Il découvre des milliers d'étoiles invisibles à l'œil nu, il tourne sa lunette vers la planète Jupiter. À l'œil nu, Jupiter est un petit point, lui il la voit sous la forme d'un petit disque, et la grande surprise, ce sont 3 à 4 petits points autour de cette planète, enfin de part et d'autre de cette planète, dont il voit la position se modifier nuit après nuit. Ce sont des satellites de Jupiter. Donc vous savez certainement que Galilée a connu certains problèmes. Il a été condamné en 1633. Condamné pourquoi ? Pour ne pas avoir, en toute rigueur, respecté une décision de justice de 1616 qui lui interdisait d'enseigner l'héliocentrisme, parce que c'était l'époque de la contre-réforme. Autant Copernic n'aurait été que partiellement inquiété, raillé c'est sûr, mais inquiété peut-être pas trop. Autant du temps de la contre-réforme, bien sûr, il fallait faire attention à ce qu'on racontait. Le pape voulait asseoir son pouvoir. Donc on prend Galilée, on le met devant un tribunal, il y a cette scène célèbre où il abjure d'une main, enfin il a la main sur les Saintes Écritures, l'autre main il tient une bougie et il déclare que tout ce qu'il a cru jusqu'alors, que cet héliocentrisme était une horreur, que plus jamais il ne ferait ça, et que s'il connaissait des gens qui professaient encore l'héliocentrisme, il ne manquerait pas de les dénoncer au Saint-Office. Il n'a pas été condamné à mort. D'une part, il s'est rétracté. D'autre part, quand même, Galilée, c'était pas n'importe qui. On ne faisait pas ce qu'on voulait. Il avait quand même une certaine stature, une très bonne amie du pape, par exemple. Pape Urbain VIII de l'époque. Galilée donc est condamné, en gros, à rester chez lui jusqu'à la fin de sa vie. En 1642, il terminera complètement aveugle. D'autres n'ont pas eu cette chance. Je pense à un garçon comme Giordano Bruno. Bruno qui n'était pas un scientifique. C'était un philosophe, un homme d'église qui s'était fait excommunier 3 fois. Il s'est donné à la magie. Il avait affirmé que la Vierge Marie ne l'était pas vraiment. Il avait traité Jésus d'habile magicien. Il avait professé également que tous les petits points qu'on voyait dans le ciel étaient des étoiles comme notre soleil, qu'autour de ces soleils il devait y avoir des planètes, et sur ces planètes sans doute plein de gens. Donc pour ceci, entre autres, il a été brûlé vif à Rome en février 1600.
Vous voyez, il fallait quand même une sacrée dose de courage pour affirmer des choses qui maintenant nous semblent aller de soi. Enfin, au moins en matière d'astronomie, pour la Vierge Marie, je ne sais pas, je ne suis pas compétent. Donc, en un siècle à peine, entre le milieu du XVIe et le milieu du XVIIe siècle, il y a une profonde révolution en astronomie. Avant, on pensait que la Terre était au centre de l'univers, immobile, que sur Terre, jusqu'à l'orbite de la Lune, c'était le monde sublunaire, un monde imparfait, corruptible, dans lequel les mouvements sont rectilignes. Un monde formé des 4 éléments, eau, terre, air, feu. Alors qu'au-delà de la Lune, il y aurait le 5e élément, la quintessence, bref, des mouvements circulaires parfaits. Un siècle après cela, vers le milieu du XVIIe siècle, tout a volé en éclats. On ne pense plus, par exemple, que les planètes sont portées par des sphères impénétrables, solides, qui, en tournant, entraîneraient les planètes autour du Soleil, ou autour de la Terre, comme on disait à l'époque. Grâce à Copernic, qu'il fallait croire sur parole quand même à l'époque. C'était un acte de foi. N'imaginez pas que d'un côté, il y avait des scientifiques brillants, intelligents, et de l'autre côté, des hommes d'église ou des philosophes complètement abrutis. Non, non, il y avait des génies des deux côtés, et des gens moins brillants également. Donc, l'héliocentrisme, au XVIe siècle, c'était encore un acte de foi. En un siècle, une profonde révolution. Les preuves des mouvements de la Terre seront apportées un peu plus tard, et ensuite je vous laisserai la parole, Jean. Les preuves des mouvements de la Terre seront apportées au XVIIIe et XIXe siècle. Il y a l'expérience très célèbre du pendule de Foucault, 1851. Les preuves existaient avant, mais là c'est vraiment une démonstration spectaculaire. Par exemple, quand on pense à la forme de la Terre, on voit qu'elle est aplatie, et forcément si elle est aplatie, c'est qu'elle tourne sur elle-même. Ça c'était antérieur, mais vraiment la démonstration parlante, spectaculaire de la rotation de la Terre, c'est le pendule de Foucault, qu'il avait suspendu au Panthéon en 1851. Le plan d'oscillation de ce pendule, il est fixe par rapport aux étoiles, on le montre. Et pourtant, quand on fait l'expérience, on voit que le plan bouge comme ceci. À Paris, c'est à peu près en 32 heures, il fait un tour complet, simplement parce que la Terre a bougé sous son plan. Et je terminerai là-dessus. La preuve du deuxième mouvement de la Terre, cette Terre qui tourne autour du Soleil, elle a été apportée au début du XVIIIe siècle par un certain James Bradley, qui était astronome royal. Il travaillait en Angleterre. Il observe une étoile au cours de l'année, et il se passe quelque chose d'assez étrange. Cette étoile n'est pas toujours dans la même direction. C'est un peu comme s'il était obligé de la suivre tout au long de l'année avec son télescope. Il ne comprend pas. Et puis, il arrive qu'à Londres, la pluie tombe. Vous baladez à Londres avec un parapluie. Si vous êtes au repos, le parapluie, vous le tenez bien droit. Vous avancez, vous marchez tranquillement, vous êtes obligé un peu d'incliner le parapluie. Vous avez l'impression que la pluie vient de devant. Si vous courez, vous l'inclinez encore plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a composition des vitesses, votre course, avec la vitesse de chute de l'eau, et l'angle dans lequel vous devez incliner le parapluie est fonction de ces deux vitesses. Ça y est, James Bradley fait le lien entre le fait qu'il est obligé d'incliner son télescope. Le télescope, c'est un peu comme un parapluie. La vitesse de la pluie qui tombe, c'est la vitesse des photons, des grains de lumière qui nous arrivent de l'étoile. Et la vitesse de nous qui courons avec le parapluie, c'est la vitesse de la Terre qui tourne autour du Soleil. Composition de ces deux vitesses, la vitesse de la lumière et la vitesse de la Terre autour du Soleil. Voilà, une très belle preuve du deuxième mouvement de la Terre, cette Terre qui tourne autour du Soleil. Je laisse la parole à Jean, qui va traiter brillamment de Newton, non ? Oui. Alors donc justement, Alors, le paradoxe donc de ce livre, c'est que la partie ancienne a été écrite par le plus jeune de nous et la partie moderne par le vieillard. Enfin voilà. Donc, oui, parlons un peu de Newton parce que c'est vrai que c'est un homme qui avait un caractère absolument impossible. Je pense qu'on n'aurait pas aimé le rencontrer, mais il a fait vraiment un tas de turpitudes, plus ou moins. Mais il faut reconnaître que c'était quand même un génie absolu, puisque en quelques années, c'est lui qui a mis au point la théorie de la gravitation universelle, en partie, qui peut se résumer en une phrase.
le mouvement de cette fameuse pomme attirée par la Terre est de même nature que les mouvements des planètes autour du Soleil. Ça, c'est la grande idée de Newton, qui n'est pas la seule qu'il a développée. Il a développé une théorie de la lumière, il a découvert un mode de télescope. Les télescopes étant, la différence entre une lunette et un télescope, c'est que le télescope, la partie qui concentre la lumière, c'est un miroir concave. Mais alors donc Newton a découvert une façon d'utiliser le télescope, une autre façon ayant été découverte par un prêtre de la paroisse de Chartres qui s'appelait Cassegrain. D'ailleurs que je pense que Newton devait évidemment dire que ce Cassegrain valait pas grand-chose, comme il appelait, vous savez, il appelait Descartes Monsieur Descartes par dénigrement. Enfin, il a dénigré beaucoup de monde. Il s'est battu avec Leibniz pour la découverte du calcul différentiel intégral, mais effectivement, quand même, son œuvre scientifique est absolument exceptionnelle. Et donc, il marque, si vous voulez, la fin de cette première grande révolution dont vient de parler Johann. Et alors je vous signale, je vais vous annoncer quelque chose, peut-être que celui-ci le sait, mais l'année prochaine, le 21 juin 2017, sera célébré en grande majesté le 350e anniversaire de l'Observatoire de Paris. Et donc ça va donner lieu à beaucoup de manifestations. Je pense que les uns et les autres, vous irez sûrement, vous participerez à cet événement majeur. Les grands observatoires sont véritablement nés, disons, dans la deuxième partie du XVIIe siècle, l'observatoire de Paris, l'observatoire de Greenwich étant, comme vous le savez, c'était des machines de guerre, puisqu'elles étaient développées pour faire en sorte que les cartes données aux marines françaises et britanniques soient les plus précises possibles. Alors, il y a pas mal de choses qui se passent au XVIIIe siècle. On pourrait parler, par exemple, du fait que Emmanuel Kant ne s'est pas contenté d'être un grand philosophe, mais qu'il a été astronome dans sa jeunesse et qu'il a été l'un de... Et il a fait deux choses intéressantes. La première, c'est qu'il a eu le concept de ce qu'il appelait univéril, c'est-à-dire d'assemblage d'étoiles qui étaient très éloignées, mais ça, il n'a pas pu le prouver observationnellement. Et puis, il a développé, avec Laplace aussi, une théorie de la formation du système solaire qui est, de fait, qui est la bonne, à savoir que ça part effectivement de la contraction d'un nuage et le centre devenant le Soleil et la périphérie devenant les différentes planètes formant le système solaire. Il faut savoir que même jusqu'au XXe siècle, cette théorie a été combattue par des gens comme Buffon, mais plus près de nous, Hoyle avait une autre idée. Il pensait que Fred Hoyle, le grand, dont je dirais un mot tout à l'heure, qui a révolutionné ce qu'on appelle la nucléosynthèse, eh bien, il avait une théorie selon laquelle eh bien, les planètes et le Soleil étaient formés différemment. C'est-à-dire qu'il y aurait eu le choc de deux nuages, un nuage donnant le Soleil et l'autre, le reste, les autres planètes venant d'ailleurs. Alors je quitte. Bon, il y a eu évidemment la découverte d'Uranus à la fin du XVIIIe siècle. Bon, un certain nombre de choses, mais j'arrive au début du XIXe siècle avec la deuxième révolution. Une partie est française avec l'invention de la photographie par Niepce et par Daguerre vers les années 1830. Et c'est grâce à cela d'ailleurs que, par exemple, les premières parallaxes stellaires vont être observées grâce à Bessel et quelques autres qui ont pris des photos et qui ont pu me montrer qu'effectivement, au bout en 6 mois, la position des étoiles bougeait d'un petit angle. Et c'est dû véritablement, enfin une des choses qui est due à la photographie, qui a été donc le premier détecteur
Après va s'en suivre toute une série de détecteurs beaucoup plus raffinés. Maintenant, ce sont les caméras CCD, etc. Mais enfin, la photographie a vraiment révolutionné l'astronomie observationnelle, puisqu'on pouvait conserver les clichés, on pouvait donc travailler sur... Moi, j'ai souvenir des observateurs qui se servaient de ce qu'on appelait le Palomar Sky Survey, tous ces grandes plaques obtenues avec un télescope de Schmidt, et dans lesquelles les gens préparaient leurs expériences, enfin, leurs observations avec des plaques photographiques. Donc, j'en étais à la première, donc l'invention de la plaque photo, et la deuxième, c'est l'aspect, ce qui est allemande, avec les travaux de Kirchhoff et de Bunsen, qui avaient été précédés par les travaux de Fraunhofer, qui sont les travaux dits de l'invention des lois de la spectroscopie, c'est-à-dire que ces physiciens allemands démontrent que chaque élément chimique, ou même chaque espèce ionique, eh bien, émet ou absorbe une lumière d'une couleur bien précise, d'une longueur d'onde bien précise. Et c'est grâce à l'invention de la spectroscopie que l'astrophysique, c'est-à-dire l'étude de la physique des étoiles, qui avait été, Auguste Comte avait dit que jamais on ne serait capable d'étudier de façon physique les étoiles, eh bien, quelques années après, donc grâce à Kirchhoff et les autres, la spectroscopie va effectivement créer, ça va être les fonds baptismaux de l'astrophysique. Alors ça, je pense que c'est la deuxième révolution qui concerne donc l'invention donc de ces disons à la fois de la plaque photo, enfin des détecteurs qui vont se poursuivre jusqu'aux années maintenant. Disons, moi j'ai le souvenir de la caméra électronique de l'allemand. Et puis mais maintenant, évidemment, on n'utilise que les caméras CCD. Alors, pardonnez-moi, je ne vais pas parler je vais isoler ce qui me paraît le plus important. Début du XXe siècle, ça avait été précédé par des travaux principalement de dames astronomes, dames américaines qui travaillaient, qui étaient généralement traitées pas très bien par les mandarins mâles américains, qui ont découvert le concept de ce qu'on appelle ce type spectral des étoiles, c'est-à-dire elles ont observé des centaines d'étoiles et se sont aperçues qu'on pouvait les regrouper en familles. Et puis, début du XXe siècle, un Danois, Hertzsprung, et un Américain, Russell, découvrent ce qu'on appelle le fameux diagramme HR ou Hertzsprung-Russell, qui permet de placer, lorsqu'on place une étoile dans un diagramme dans lequel il y a sa température superficielle en abscisse et sa luminosité en ordonnée, eh bien, les étoiles se regroupent dans des parties bien précises de ce diagramme, avec la fameuse séquence principale dans laquelle se trouve le Soleil, et puis quelques étoiles qui sont très lumineuses mais très froides, qu'on appelle les géantes rouges, et puis à peu près 10% par rapport aux étoiles de la séquence principale, et puis quelques étoiles, au contraire très peu lumineuses, mais très chaudes, auxquelles on donne le nom de naines blanches. Et disons, une grande partie de l'astrophysique, disons, entre les années 1920 jusqu'à, disons, 1980, ont été à travailler sur ce qu'on appelle l'évolution stellaire. Et donc, ça a été vraiment il y a eu Eddington et plein d'autres, Chandrasekhar, etc., pour étudier l'évolution des étoiles, en s'apercevant donc que les étoiles, on peut les grouper en deux familles, les étoiles de petite masse qui vont passer donc par séquence principale, géante rouge et naine blanche,
Et elles font ça dans des temps très très longs. Et au contraire, les étoiles de grande masse vont, séquence principale géante rouge, super géante rouge, et puis qui vont exploser en supernovae. Alors, les années ensuite, 1910-1930, sont dominées par un autre problème, celui de l'observation des galaxies lointaines. Alors, il faut savoir que le concept de galaxie extérieure à la Voie lactée, elle avait été imaginée par, je vous l'ai dit, par Kant et quelques autres, mais on ne lui a donné véritablement, on ne l'a démontré qu'au milieu des années 1910, grâce à Shapley, qui a démontré que, effectivement, en observant la distribution des amas globulaires, le centre de notre Voie lactée se trouve dans la direction du Sagittaire, à peu près à combien 15 000 années-lumière à peu près. Et puis, qu'il y avait des galaxies qui étaient extérieures, en particulier une nébuleuse, la nébuleuse Andromède, et puis quelques autres, qui avaient été faisaient partie d'un fameux catalogue du XVIIIe siècle de Charles Messier, et donc on a découvert que plusieurs de ces nébuleuses, Charles Messier avait fait un catalogue parce qu'il était intéressé à découvrir des comètes. Et donc, pour éviter de confondre des nébuleuses avec les comètes, donc il avait fait un catalogue. Et on s'est aperçu que, évidemment, beaucoup de ces nébuleuses étaient des nuages interstellaires, mais que certains se trouvaient être des galaxies extérieures, comme la galaxie d'Andromède et quelques autres. Alors, c'est 1910-1930, c'est au mont Wilson, c'est-à-dire au nord de Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles, que il y aura un télescope d'un peu plus de 2 mètres de diamètre, et avec lequel Slipher, Hubble et beaucoup d'autres, donc Slipher va montrer que beaucoup de galaxies, leur lumière est décalée vers le rouge, c'est-à-dire présente un effet Doppler qui fait que ces galaxies semblent s'éloigner de nous. Et puis, ce va être Hubble qui va effectivement se servir de ces observations et des siennes pour démontrer l'expansion de l'univers. La fameuse loi de Hubble datant de 1929. Alors, il y a un collègue que tu connais peut-être, Mario Livio, tu connais bien, qui pense, lui, que de fait, la loi de Hubble avait été déjà énoncée par l'abbé Lemaître, et qu'en fait, il avait écrit un article en français, et que cet article, il l'avait écrit 2-3 ans avant l'article de Hubble. Bon, ceci étant, ça n'enlève rien au mérite de Hubble, qui a, lui, consacré après ses efforts pour faire en sorte qu'on construise le télescope qui a été le plus grand au monde de 1947 à la fin des années 80, c'est-à-dire le télescope de 5 mètres du mont Palomar. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, la loi d'expansion de Hubble qui va jouer un rôle considérable en cosmologie. D'abord, troubler beaucoup Einstein qui avait supposé que l'univers était statique, et pour le rendre statique, il avait introduit une fameuse constante cosmologique pour rendre l'univers statique. Puis il s'est aperçu que ça ne collait pas, donc effectivement, dans les début des années 1930, il a changé d'avis, mais pendant un moment, effectivement, l'expansion de l'univers a mis un certain temps à être acceptée. Alors elle était acceptée, mais à contre-cœur par justement Fred Hoyle et ses collègues, Bondi et Gold,
qui estimait qu'il y avait une création continue de matière pour rendre justement l'univers sans début, statique, etc. Alors, ça de fait, lorsque on s'est connus, c'était la théorie à la mode, jusqu'en 1965. En 1965, donc 1965, c'est à peu près une trentaine d'années après l'invention de la radioastronomie. Donc, au début, on ne fait que des observations du visible. On se doute bien qu'il y a je crois que c'est Herschel qui a démontré qu'il y avait de l'infrarouge, mais on ne le voyait pas, on n'était pas capable à ce moment-là de faire l'astronomie. Et, disons, une autre fenêtre du rayonnement électromagnétique s'est ouverte en les années 1935 avec le premier radiotélescope de Jansky. C'était une batterie d'antennes plus ou moins grossières, Rubber, plusieurs autres. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, donc la radioastronomie, les grands radiotélescopes se mettent à naître. Et puis, avec la découverte, par exemple, de la raie 21 cm de l'hydrogène c'est Van de Hulst, je crois, qui a donc démontré que l'existence... Donc, on est capable de mesurer l'hydrogène interstellaire. Mais en 1965, deux ingénieurs, mais qui étaient aussi radioastronomes, qui appartenaient à la Bell Telephone Company, observent pour la première fois, donc ils ont une antenne et ils observent le ciel dans différentes... Et ils voulaient calibrer une antenne qui devait servir aux liaisons téléphoniques intercontinentales. Et donc ils la calibrent et ils ont un bruit de fond épouvantable dont ils n'arrivent pas à se séparer. Et leur chance, parce qu'ils ont eu le prix Nobel tous les deux, mais je peux dire que s'ils n'avaient pas été à 40 km de leur labo de Princeton, où les gens cherchaient absolument, c'était les élèves de Gamow qui cherchaient cette raie, et donc ils ont effectivement été les premiers découvreurs du rayonnement à 3 degrés K, qui continue, je veux dire, la saga du 3 degrés K continue jusqu'à maintenant, puisque vous savez que nos collègues à la fois de l'IAP et d'Orsay continuent à travailler sur les mesures du satellite Planck. Donc, 1965, une grande année quand même pour la cosmologie, puisque ça va être véritablement le moment où la théorie du Big Bang va pouvoir se développer. Auparavant, il y a une année quand même qui est très importante, c'est 1957, pour deux raisons. Il y en a une que vous connaissez tous, bien entendu, qui est c'est le Spoutnik, c'est-à-dire on va rentrer dans le spatial. Il y en a une autre, non mais je ne veux pas vous faire languir, c'est l'année du Burbidge, Fowler et Hoyle, c'est la Bible de la nucléosynthèse stellaire. Hoyle était vraiment le grand homme il n'a pas eu le prix Nobel, c'est Fowler qui l'a eu, ce qui est selon moi une grande injustice, bien que j'ai été l'élève de Fowler et pas l'élève de Hoyle, mais enfin, Fowler reconnaissait lui-même que c'est quand même Hoyle qui a découvert véritablement les principes de la nucléosynthèse stellaire, qui était capable à ce moment-là d'expliquer tout, sauf 3 éléments, le lithium, le beryllium et le bore, et c'est dans un laboratoire qu'a fréquenté Janet Borg, à savoir le CSLSM, il y a eu René Bernas, il y a eu Avery Schatzman de l'IAP, mais il y a eu surtout Hubert Reeves qui a démontré que ces 3 éléments ne se fabriquaient pas à l'intérieur des étoiles, mais étaient fabriqués par l'interaction du rayonnement cosmique avec le milieu interstellaire. Enfin donc, voilà pour la nucléosynthèse. Alors je reviens quand même sur le spatial, parce que le spatial,
ça vous permet effectivement d'observer l'ensemble du spectre électromagnétique, puisque vous savez que l'infrarouge, les rayons ultraviolets, les X et les gamma sont absorbés par l'atmosphère terrestre. Et donc, à partir des années 1960, eh bien, ça va être l'explosion avec URU pour les rayons X et Giacconi. Pour l'infrarouge, ça va être également les Américains. En fait, il faut bien dire que la NASA s'est très vite... oui, ils ont été piqués au vif, hein, ce qui fait que beaucoup des missions spatiales ont été américaines. L'Agence spatiale européenne s'est créée dans les années 1965. Et puis évidemment, à cette époque-là, ça s'appelait les Soviétiques, devenus les Russes maintenant, mais qui effectivement tenaient, donc ont fait beaucoup d'expériences. Alors ça a profité à deux domaines. Le premier, effectivement, l'observation du ciel dans toutes les longueurs d'onde. Et puis le deuxième, et là ça me permet de dire un petit mot d'André Braic, puisqu'il a été l'un des acteurs de la découverte, disons, de l'exploration de l'ensemble des planètes du système solaire, avec les Vénus et Mars, énormément d'expériences, mais en ce qui concerne les planètes, disons, les géantes, d'abord la mission Voyager, qui a été un immense succès, suivi de Cassini, et c'est là où, justement, André Braic a découvert les anneaux qui orbitent autour de Neptune, auxquels il a donné liberté, égalité, fraternité. Voilà. En tout cas, ce que ça a démontré, c'est qu'effectivement, tous les 4 planètes géantes sont entourées d'anneaux. Évidemment, les anneaux de Saturne étant les plus importants, mais les autres ayant des systèmes annulaires. Alors, je vais m'arrêter là pour dire un petit mot juste de l'autre, simplement pour dire qu'actuellement, on vit même déjà, et il faudrait rajouter des chapitres. On a très peu parlé, ou même pas parlé du tout, des ondes gravitationnelles. Le 11 février, il y a eu donc cette première belle observation obtenue par LIGO de la fusion de deux trous noirs qui se trouveraient à 1,2 milliard d'années-lumière. Enfin, donc une nouvelle, là, vraisemblablement, un nouveau chapitre de l'astronomie qui va s'ouvrir avec l'astronomie gravitationnelle. On dit, j'ai lu que l'ISA Pathfinder, ça marchait très très bien, paraît-il. Et donc, on va voir. Mais évidemment, l'ISA, ça sera encore mieux, avec ces 3 satellites qui vont former un triangle équilatéral de, je crois, plusieurs milliers de kilomètres. 1 million. Oui, 1 million de kilomètres. Et donc, observer éventuellement les ondes gravitationnelles émises lorsqu'on impulse, comme lorsqu'une étoile à neutrons se forme, etc. Donc il se passait énormément de choses en ce moment. Alors, on en parle un petit peu dans le livre. Et voilà, donc effectivement, c'est ça qui est assez intéressant. À la fois, l'astronomie est une science ancienne qui a marqué vraiment la culture des Grecs, la culture des Babyloniens, la culture arabe, la culture des hommes et des femmes qui vivaient au XVIIe siècle, XVIIIe, etc. Puis en même temps, grâce au fait que la technologie a fait des progrès absolument considérables, qu'on a accès aux ordinateurs, qu'on a des moyens, je veux dire, absolument totalement nouveaux, effectivement, la moisson des nouvelles, des découvertes est assez impressionnante. Alors, ça s'est arrêté en septembre 2015 et effectivement, il s'est passé d'autres choses après qui ne sont pas dans le livre.
Alors juste un tout petit mot sur un autre qui est paru 2-3 mois avant. Alors là, là, j'en suis la moitié, là, je ne suis que le quart. On a essayé de faire, comme j'ai une petite collection scientifique à CNRS Éditions, et Georges Chapoutier, qui est un biologiste et philosophe, s'était associé avec Frédéric Kaplan, qui est un roboticien, pour traiter de ressemblances et différences, l'homme, la machine, l'homme et l'animal, la machine, de voir un peu ce qu'il y avait de semblable ou pas. Et alors on s'est dit, donc il l'avait développé à partir justement de la figure qui est due à Georges Chapoutier, à savoir la figure de la mosaïque. C'est-à-dire une mosaïque, c'est fait d'éléments qui sont juxtaposés et puis qui arrivent à s'intégrer et donner quelque chose de plus que simplement la juxtaposition des différents éléments. Alors on s'est dit, est-ce que ce concept ne s'appliquerait pas, alors évidemment aux machines et aux vivants, mais aussi à la ville et à l'univers. Et donc chacun on a développé nos chapitres, et puis on s'est aperçu que finalement, outre l'image de la mosaïque, c'est la ville, le vivant, la machine et l'univers, il y a des points communs très très forts. En particulier, un point qui est venu juste après qu'on a collationné nos quatre essais, à savoir que d'abord ces 4 structures vieillissent, subissent le temps, et d'autre part, elles ne le subissent pas de façon identique. Ce qui marche mieux, c'est ce qui est simple, c'est-à-dire ce qui est robuste. Il y a ce qu'on appelle, alors on va revenir au Moyen-Âge, il y a ce qu'on appelle le principe de simplicité qui a été développé par l'école nominaliste de Guillaume d'Occam, à savoir que lorsqu'on a à choisir entre plusieurs choses, il faut toujours choisir ce qui est le plus simple. La complication ne faisant que rajouter des choses inutiles, ou au contraire rendre les choses beaucoup plus fragiles. Et puis une autre, comme vous le savez, le vivant, c'est évidemment les lois de l'évolution de Darwin qui s'imposent au vivant. Mais lorsqu'on regarde la physique, on s'aperçoit que le principe du moindre action, c'est-à-dire de Maupertuis, et puis la loi, disons, de minimum le potentiel, etc., qui s'applique à la mécanique quantique, c'est à partir de là qu'on bâtit la mécanique quantique, et bien on s'aperçoit que ces deux concepts, en fait, semblent de même nature, parce que ce qui marche le mieux, ce qui résiste le mieux, dans la nature, c'est les animaux qui sont simples, dès qu'il y a des complications, ils sont plus fragiles et donc plus soumis à la destruction. Et puis on s'est aperçu qu'effectivement, ce modèle de mosaïque convenait bien, et d'autre part que, quelquefois, ce qui était le plus important aussi, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les interactions. Dans le chapitre consacré à la ville, Denis Lamy, qui est un architecte qui a conçu le Futuroscope, développe beaucoup cette idée que, on voit effectivement des bâtiments, mais que tout ce qui est, spirituel, par exemple, il rappelle que les premières villes ont été conçues autour du temple et pas autour d'un grenier ou autre chose. C'est vraiment, c'est quelque chose, ça part d'une idée théorique ou d'une idée qui est pas purement expérimentale, à partir desquelles on fait une ville. Un autre architecte dont j'ai entendu une conférence montre que les lieux, lorsqu'on prend la carte de Paris et on regarde les endroits où se trouvent les entreprises créatrices, les deuxièmes, vous voyez le Sentier, etc., eh bien c'est là où les Romains avaient déjà
mis les... Comment dire? C'était des lieux très actifs du temps lorsque ça s'appelait Lutèce. Donc il y a une certaine rémanence, si vous voulez, dans la ville. Il démontre aussi, par exemple, un paradoxe, c'est que les urbains protègent mieux l'environnement que les ruraux. C'est-à-dire que les gens qui sont dans des habitats, ben oui, c'est pas politiquement correct, mais tant pis. Si on concentre les gens, eh bien, d'une certaine façon, on respecte plus l'environnement, et donc c'est d'une certaine façon mieux de concentrer que de diluer les êtres humains sur des grands territoires. Voilà. Alors, pourquoi je dis un mot sur ce petit livre, c'est que on parle beaucoup de pluridisciplinarité. Tout le monde a ça dans la bouche, mais nous, gentiment, on l'a fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci.